Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On va parler cette semaine d'un graphe de l'or par rapport au Bitcoin. Et ce graphe de l'or est censé annoncer le nouveau bull market du Bitcoin au cours, non pas des prochains mois, mais des prochaines semaines. Alors, je vais faire une analyse très détaillée du cycle qui a eu lieu sur l'or, puisque on a vraiment une similitude entre les graphes de l'or et du Bitcoin qui est saisissante. Et je vais vous montrer exactement ce qu'il faut s'attendre à voir sur le Bitcoin pour que l'on puisse enfin placer des billes sur le Bitcoin et s'exposer à un nouveau cycle de hausse sur le Bitcoin. Je vous rappelle que l'or, quand ça s'est arrivé, c'était plus 550% de hausse sur le Bitcoin. Ça peut partir sur du 5 000, 10 000, 15 000, 20 000%. Le Bitcoin nous a habitués à des mouvements littéralement explosifs. Donc, si vous n'avez qu'une seule vidéo à regarder cette année pour savoir quand investir sur le Bitcoin, c'est celle-ci. Prêtez-y vraiment beaucoup d'intention. Si vous avez des gens dans votre entourage qui s'intéressent au Bitcoin, partagez cette vidéo. C'est la vidéo la plus importante pour quiconque s'intéresse à ce marché. Et on est parti. Au cours des dernières semaines, ce graphe a littéralement enflammé le monde de la blockchain, du Bitcoin et de la spéculation et du coup de tous les investisseurs en crypto. Donc qu'est-ce que c'est que ce graphe? En haut, vous avez l'or. Donc l'or, la relique barbare qui est cotée entre, vous le voyez ici, la bulle spéculative de 1980 avec son pic là, ici, ensuite l'implosion et ce long et très long et pénible dégonflement jusqu'au début des années 2000. Vous voyez qu'en 2001, on a mis en place une large base. On va aller voir dessus sur un graphe un petit peu plus loin, je vous montrerai ça en détail. Et qu'ensuite, à partir de 2002-2003, on est reparti dans un nouveau bull market sur l'or et qui a déclenché un mouvement de plus de 500% de hausse. Et ce comportement de marché qui est une bulle, un éclatement de bulle avec une nouvelle bulle, il est très similaire à ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Vous le voyez, en 2017, on est rentré dans la dernière phase de la bulle sur le Bitcoin, qui est le graphe en dessous. Ensuite, on a eu l'implosion de la bulle Bitcoin pendant l'année 2018. On a eu ici, entre septembre et novembre 2018, une zone de contraction de la volatilité, exactement de la même manière que l'on a eu ça sur l'or autour des années 90. On a cassé par le bas sur le Bitcoin et sur l'or. Et là, à nouveau, une consolidation sous la forme de large base est en train de se mettre en place sur le Bitcoin. Vous le voyez ici. Et comme elle s'était mise en place sur l'or. Alors, il y a deux choses déjà qu'il faut remarquer, c'est que tout simplement, la vitesse d'implémentation des cycles sur le Bitcoin n'est pas la même que sur l'or. Vous voyez que sur l'or, entre la première bulle et le déclenchement du nouvel été sur les matières premières, il s'est passé pratiquement 20 ans, alors que là, le cycle sur le Bitcoin est beaucoup plus rapide, puisque là, on était en décembre 2017 et là, on arrive sur une large base en avril 2019. Donc, entre 20 ans et 1 an et demi, il y a quand même une énorme vitesse d'implémentation des cycles, d'où l'importance, quand vous spéculez, de toujours regarder la bonne unité de temps en fonction de la vélocité des cycles qui se font et qui se défont. Il y a chaque actif a ses propres cycles de destruction créative, de destruction créatrice et il faut vraiment être en phase avec ces cycles. Et sur les cryptos, c'est l'actif le plus rapide au monde. J'ai jamais vu un actif qui soit aussi rapide dans l'implémentation de ces cycles. Donc, est-ce que le Bitcoin va nous faire un remake de l'or pendant les années 2000 avec un nouveau bull market Comme je vous l'ai dit, l'or il a pris plus de 550%. Le Bitcoin qui est 5 à 10 fois plus volatile peut aller bien entendu faire 10 fois cette performance. Surtout que c'est un actif avec beaucoup moins de float, avec beaucoup moins de papier à disposition. Alors papier, c'est juste un terme technique pour dire que quand on s'échange le papier ou les oranges, vu qu'il y a peu d'oranges sur le marché, s'il y a 1 million de personnes qui doivent s'échanger 10 oranges, voilà, ça va littéralement, quand les gens sont positifs, faire exploser le prix de l'orange à la hausse parce qu'il y a de la rareté sur le nombre d'oranges. Et de la même manière, quand plus personne veut des oranges, ça va littéralement faire s'effondrer le prix de l'orange, ça va
va amplifier la hausse comme la baisse, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'orange sur le marché, donc le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de Bitcoin sur le marché face au nombre d'investisseurs et face à leur pouvoir d'achat vis-à-vis de ce Bitcoin. Donc on va switcher sur le graphe de l'or et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant l'éclatement de la bulle de l'or entre 1980, vous le voyez, et le start du nouveau bull market. Donc déjà, première chose, quand on a une implosion de bulle, comme c'était le cas ici, il y a une énorme volatilité. Là, on est sur une unité de temps en mensuel. Donc, ça veut dire que chaque barre que vous voyez correspond à un mois de cotation. Quand on va switcher sur le Bitcoin, ce sera une journée de cotation. Ce ne sera pas un mois. C'est pour vous rappeler la vitesse des cycles, qui n'est pas du tout la même. Donc toute cette volatilité, il faut qu'elle se calme, il faut qu'elle se tasse pour qu'on ait un consensus de marché autour d'un prix et que une fois qu'on ait ce consensus de marché, eh bien une nouvelle direction se mette en place. Alors en général, ça vient avec des conditions économiques ou des fondamentaux qui ont changé. On a cette fameuse disruption qui se met en place on avait une création d'un nouveau paradigme ou d'un nouveau service ou d'un nouveau produit qui s'est créé pendant la bulle. On a eu des excès, on est en train de détruire et de réguler ou de tout simplement réapprovisionner le service, le produit ou de le changer, de le faire évoluer dans sa nouvelle version. Et pendant ce cycle-là, on a de la régulation qui se met en place et la digestion se voit visuellement directement sur une baisse de la volatilité. Alors là, on le voyait ici, on avait une très forte baisse de la volatilité de l'or. Donc c'était dans les années 94-95 et là on s'attendait à ce que ce soit la fin de la période de digestion. Vous le voyez, on a un énorme triangle avec des vagues qui sont de moins en moins amples et donc là ça devenait vraiment très serré là sur la fin. Juste ici là, on pouvait s'attendre exactement d'ailleurs comme je m'attendais à ce que le breakout soit à la hausse et que suite à ce breakout à la hausse, je m'attendais à ça sur le Bitcoin, qu'une fois qu'on ait enclenché ce breakout à la hausse, on soit potentiellement dans un nouveau cycle de hausse sur le marché des cryptos. Et bien sur l'or, c'est un petit peu la même histoire. On sait que l'or sur le très long terme est dans un puissant cycle de hausse sur plusieurs centaines d'années. C'est la fameuse relique barbare qui ne peut que monter dans le temps face aux devises et aux monnaies fiduciaires. Donc là tout simplement, on n'avait pas encore le signal, mais on pouvait se dire ok, là un puissant mouvement, quelque chose d'explosif va émerger parce qu'on a vraiment cette stabilisation des prix, des cours qui sont entre deux bornes et ces deux bornes sont très serrées et ces deux bornes sont bien à plat. Donc là tout simplement ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu le breakout par le haut, mais hop, ce breakout a eu lieu par le bas. Et pour tous ceux qui suivent la chaîne YouTube, j'avais d'ailleurs titré sur le Bitcoin quand c'était arrivé dans la même situation, un puissant mouvement peut arriver, on s'attend plutôt à un breakout à la hausse et on ne prendra position que si on a des confirmations de ce breakout à la hausse, mais en tout cas un mouvement puissant peut arriver. Le breakout sur le Bitcoin ne s'était pas fait à la hausse mais à la baisse, exactement comme l'or a breaké à la baisse. Et là, on est à nouveau dans une situation où les prix sur l'or ici se stabilisent. Donc, quand on a cette large base et cette stabilisation qui se met en place, qu'est-ce qu'il nous faut pour en déduire que l'on rentre dans un nouveau cycle de hausse? Première chose, il nous faut une cassure par le haut. Hop, ça s'est mis en place ici en mars 2002 sur l'or. Ensuite, deuxième chose, il faut qu'on ait une première consolidation, comme c'était le cas ici. Alors, je vais vous faire un zoom. Une première consolidation des prix et ensuite qu'on casse la consolidation par le haut. Là, ça voudra dire qu'on est sur un top départ, un vrai top départ validé, un vrai signal technique qui est puissant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a 100% de taux de réussite, ça veut simplement dire que le potentiel de l'espérance de gain et le potentiel qu'on rentre dans un nouveau cycle de hausse à moyen-long terme est très important si on casse. Et là, boum, on a cassé. Et bien, devinez quoi? Sur le Bitcoin, on veut exactement le même signal. Et d'ailleurs, de manière générale, sur tous les actifs que vous voulez trader, tous les actifs qui ont le potentiel d'entrer en bulle et de mettre en place, donc de générer les plus fortes performances sur l'année en cours, c'est les actifs qui sont dans ce genre de situation. Donc là, vous le voyez sur le Bitcoin, on a cette large base. Cependant, on n'a toujours pas cassé par le haut ici sur ce graphe. Et 2, on n'a toujours pas la consolidation au-dessus de la large base. Et on n'a toujours pas non plus la cassure de cette première consolidation. Donc quand on aura ces deux signaux, croyez-moi,
les titres déjà de ma chaîne YouTube seront beaucoup plus élogieux et beaucoup plus prometteurs vis-à-vis des cryptos et du Bitcoin. Là, on est dans une séquence qui est typique des séquences de cycle de création-destruction. On est en train de digérer la destruction la régulation, la destruction sur le Bitcoin et on verra ce qui se passe. On ne peut pas anticiper à l'avance sans qu'on ait de cassure, de breakout, premier breakout, deuxième breakout, avant de se dire ok, là on entre dans un nouveau bull market et là on peut placer des billes. Et quand vous placez des billes, en les plaçant ici, il n'est pas trop tard, c'est le tout début du marché haussier. Donc après, voilà, le potentiel de hausse que recèlent ces actifs, il est énorme. Alors si vous vous dites, non mais là, ici, là, je rentre trop haut, je suis déjà trop loin par rapport au plus bas. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir en termes de cycle et en termes de j'entre en début de cycle. Et donc, il y a un énorme potentiel de hausse sur ce nouveau cycle puisque l'actif sur le long terme est voué à monter. Ce qui est le cas du Bitcoin, ce qui est le cas de l'or et des matières premières de manière générale, mais surtout de l'or. Donc là, suite à ça, on a eu un bull market qui s'est mis en place sur quasiment une décennie. Vous le savez, sur le Bitcoin, c'est beaucoup plus rapide, donc ça ne va pas prendre 10 ans. La prochaine vague de hausse, si elle a lieu, elle ne va pas se faire sur 10 ans, mais davantage sur 12 ou 14 mois. Mais voilà, et là sur l'or d'ailleurs, vous pouvez voir que on est en train de stabiliser. On est à nouveau dans cette destruction entre guillemets de paradigme et on est en train de consolider autour d'un consensus. Et avant qu'on puisse partir du principe qu'on rentre dans un nouveau cycle de hausse sur l'or, il va falloir qu'on consolide avec des cours qui vont bien se resserrer, qu'on ait une première cassure ici, puis une première base et une cassure. C'est comme ça que l'on identifie les meilleurs endroits ou entrer sur le marché, sur les actifs qui ont le plus de potentiel. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce genre d'approche, je vous ai préparé une série de 3 vidéos qui va vraiment aller beaucoup plus loin. En plus des bulles spéculatives, je vais vous parler de plein de choses. Ces 3 vidéos, bien entendu, débouchent sur une formation qui, si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Mais juste le fait de regarder ces 3 vidéos, vous allez apprendre énormément de choses. Donc le lien est en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire dessus. C'est juste, encore une fois, 3 mails que vous allez recevoir, 3 vidéos qui vont vous apprendre énormément de choses et ça ne peut que vous aider et vous permettre de vous améliorer dans votre vision des marchés et dans votre manière de spéculer, que ce soit sur le Bitcoin ou sur n'importe quel autre actif financier, n'importe quelle crypto, n'importe quelle matière première ou n'importe quelle action. Donc du coup, on va directement partir sur l'analyse du marché des cryptos et on fera le trader mindset juste après ça. Donc là, je vous ai affiché donc le Bitcoin en journalier, en échelle logarithmique parce que sinon on ne voit rien du tout tellement la volatilité est importante sur cet actif. Donc vous le voyez ici, on avait cette fameuse séquence de le consensus est extrêmement stabilisé. On s'attend soit à une cassure par le haut avec un nouveau cycle de hausse, soit une cassure par le bas et à ce moment-là, tout simplement continuation de l'hiver sur le Bitcoin. À nouveau, là, on entre dans une situation où le consensus est parfaitement stabilisé, est vraiment en train de se stabiliser. Donc là, soit on casse par le haut cette zone. Et là, on a un premier signal très, très sympathique du style ok, peut-être qu'on est en train de sortir du cycle baissier sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Si vous avez suivi ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, il va nous falloir une première consolidation des prix à peu près stable, suivi d'un nouveau breakout, suivi d'une nouvelle cassure à la hausse qui s'effectue toujours au-dessus d'un pivot. Seulement si cela arrive, on redeviendra super optimiste sur le Bitcoin avec un titrage à la clé, retournement de cycle à la hausse sur le Bitcoin. Je vous rappelle que le Bitcoin sur le long terme évolue de manière très très haussière, mais de bulle en bulle. Donc là, si cette séquence se met en place, on aura tout simplement un endroit clé et majeur pour initier une prise de position sur le Bitcoin. Je sais qu'il y a les holders sur le long terme, ils aiment bien acheter les creux, tags sur les supports
sans jamais revendre hein, si ça casse le support, et dès qu'il y a un nouveau support, ils continuent à racheter. Mais moi, j'aime pas du tout faire ce genre de choses parce que si à long terme, le Bitcoin ne fait que baisser jusqu'à perdre 99% de sa valeur, eh bien, on aura quand même perdu 99% de son investissement. Si une nouvelle crypto hein, vient disrupter le roi Bitcoin, on l'aura un petit peu de travers. Alors que là, au moins, on sait où entrer, on a un stop loss pour invalider le scénario et on s'amuse pas à entrer sur toutes les variations, mais une fois, tel un sniper, hein, vraiment à des moments très précis, quand tout est aligné, boum, on entre notre position, on met nos billes et là on peut surfer une tendance sur le moyen long terme. Donc je vais repasser en hebdo, hop là. Et en hebdo, voilà, vous le voyez, on est toujours hein, au sein de ce cycle de hausse, on est toujours dans un hiver, là, dans une séquence de décharge, avec ici potentiellement un triangle de continuation baissière. Vous le voyez, depuis plusieurs semaines, ça se stabilise très très fortement. Donc si on casse par le haut, qu'on consolide et que cette consolidation initie un nouveau breakout, elle nous permettra... Ce breakout nous permettra de passer cette fameuse zone de résistance et auquel cas, là, on aura notre fameux retournement de cycle sur le Bitcoin. La bourse, c'est pas sorcier, hein. La bourse, c'est simplement identifier des séquences et n'intervenir que quand toutes les probabilités sont à notre avantage. La bourse et la spéculation, ce n'est certainement pas essayer de prendre toutes les fluctuations des cours en se disant pour gagner de l'argent, il faut acheter, vendre tout le temps dès que ça bouge comme ça et être capable d'anticiper tous les mouvements de marché et capitaliser sur tous les mouvements de marché. Ce n'est absolument pas ça. C'est vraiment se focaliser sur une pattern qui a le maximum d'espérance de gain. Et ensuite, quand tout est réuni, faire son entrée en position. Et si le scénario s'invalide, eh bien tout simplement, on se retrouve stoppé avec un stop loss et une petite perte. Cette perte doit être un multiple. Hein. On est prêt à perdre une unité pour en gagner 5, 10, 15, 20, 30 unités. Et le marché des cryptos se prête particulièrement bien à un démultiplicateur hein, de risque par rapport à l'espérance de gain parce qu'au vu de la volatilité de ce marché, à chaque fois qu'on initie une transaction avec une unité de risque, hein, une amplitude de risque entre son niveau d'entrée et son stop, les amplitudes de gain derrière, elles sont pas de x3, x4, x5, x10 comme c'est habituellement le cas sur le marché des actions, x15 quand on est dans un marché haussier. Là, elles sont ahurissantes. Donc voilà, le marché des cryptos a vraiment cette capacité, quand on s'est vraiment bien entré et qu'on comprend un petit peu le jeu de la spéculation, eh bien le marché des cryptos et les cryptos ont cette capacité de démultiplier un petit compte. Cependant, il faut apprendre à spéculer. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de... Allez, on fait comme d'habitude, le combiné EOS. Donc là, vous le voyez, EOS, boum, on a ce triangle qui était cassé par le haut. On a la consolidation. Alors là, on va pouvoir étayer un petit peu plus tout ceci. Vous voyez là, on a la première petite consolidation qui a été cassée par le haut, et ça cette semaine, et ça c'est vraiment très très sympathique hein. Donc il va falloir que tout simplement l'on passe cette zone de résistance. Mais là, la configuration est vraiment très sympathique. Elle est de type retournement de cycle, hein, donc c'est-à-dire cycle de hausse, cycle de range, cycle baissier. À nouveau, on est en train de repartir sur un cycle de hausse range. Mais si l'ensemble du marché des cryptos repart à la hausse et nous lance partout ce genre de signal, hein, donc une pattern de retournement, une première consolidation cassée à la hausse, ça risque d'être très 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 joli pour les mois à venir et pour la deuxième partie de l'année 2019. Ethereum, comme vous voulez. Au niveau de la prononciation, on est toujours dans cette figure ici de continuation de tendance baissière. On stabilise là, ici, on voit depuis plusieurs semaines, rien n'a changé, on stabilise, on attend la cassure par le haut ou par le bas. Et comme vous l'avez compris en regardant cette vidéo depuis le début, si on casse par le haut, qu'on a une première consolidation et qu'on recasse par le haut, ça va nous amener au-dessus de cette résistance. Et là, boum, on aura tout simplement notre signal de retournement de tendance de retournement de cycle à la hausse sur l'Ether. Donc, si on a ce genre de signal, un signal comme ça de retournement sur chaque crypto, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, ça signifie que la psychologie à l'achat est en train de se retourner. On n'a certainement pas toutes les petites mains fragiles qui vont rentrer sur ces niveaux. Ils vont rentrer comme d'habitude hein, sur les fins de cycle, hein, c'est-à-dire à chaque fois que ça monte et qu'on est vraiment proche des plus hauts, les gens achètent.
Ensuite, dès que ça recommence à redescendre, ils revendent. Puis après, dès qu'ils voient que finalement c'est reparti sur des nouveaux plus hauts et qu'on est déjà trop, ils se remettent à acheter. Puis dès qu'ils passent en dessous de leur prix de revient, ils commencent à paniquer. Ils espèrent tout simplement que ça rebondisse sur leur et que ça revienne chercher leur prix de revient pour revendre sans perte ni gain. Puis finalement, ça ne fait que baisser et ils finissent par craquer au plus bas. C'est toujours comme ça que se passe la psychologie des intervenants qui n'ont pas de stratégie pour acheter à un endroit avec un niveau d'entrée spécifique, un stop d'invalidation et une méthodologie pour surfer la tendance. Et encore une fois, je vous explique tout ça dans les 3 vidéos qui sont en description. Vous pouvez vous inscrire à cette série de 3 vidéos qui permet de spotter les meilleurs investissements chaque année, quelle que soit leur nature, crypto, matières premières, actions, ce que vous voulez, les trackers. Ça permet de spotter sur les grandes tendances à long terme et d'être systématiquement investi sur les meilleurs placements de l'année. Donc voilà, on a fini pour le marché des cryptos de cette semaine. Alors, dans le Trader Mindset de cette semaine, on va parler d'alpha, de soldats et on va parler d'une petite anecdote qui s'est passée dans ma vie perso et même professionnelle en salle des marchés. Vous allez voir, c'est pas anodin ce qui s'est passé et la leçon que l'on peut en tirer. Donc, on va commencer comme ça. Il suffit d'un homme pour changer la nature et les objectifs d'une armée. En 2008, j'ai vécu la pire crise financière de l'histoire depuis les entrailles de la bête. Je travaillais sur un desk de recherche en tant qu'analyste technique, donc c'est d'ailleurs la seule fois de toute ma vie où j'étais au contact réel du marché du travail. Et en fait, sur ce desk, on était une petite équipe de passionnés, on était 5 personnes et cela jusqu'à ce que le fondateur de ce desk, qui était expatrié à Londres, revienne en France, revienne sur Paris retrouver sa vie d'antan. Et bien jusqu'à son retour, l'ambiance était vraiment saine et très agréable. C'était vraiment une ambiance de franche camaraderie et tout se passait très bien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand le boss est revenu, la dynamique du groupe a littéralement changé puisque personne ne pouvait le supporter, ce boss. Et c'est assez bizarre parce que en réalité, quand on parle des salles de marché, même quand on travaille en salle de marché, il y a toujours une ambiance qui est très testostéronique, qui est même assez déplorable. Et ce qui se passait sur ce petit desk avant que cette personne ne revienne, avant que le boss ne revienne, c'est qu'on dénotait complètement avec ce qui se passait en salle des marchés, dans la plupart des salles des marchés du monde entier. Donc comme quoi, vraiment, juste l'influence d'une personne peut tout changer. Alors, quand l'alpha pénètre le périmètre de sécurité d'un autre alpha, c'est un petit peu ce qui s'est passé quand le boss est arrivé sur le desk. Donc on a 2 situations possibles. Un combat jusqu'au sang avec des déboires réguliers reportés au service hiérarchique. C'est ce qui s'est passé entre le boss et certains membres du desk. Deuxième possibilité, l'ignorance du deuxième alpha vis-à-vis du premier, ce qui neutralise complètement le comportement du premier. Donc quand le boss il arrivait et il embêtait un autre alpha, si cet alpha le calculait pas, ça s'arrêtait là la plupart du temps, il se passait rien de plus. C'est une manière de neutraliser un alpha qui est extrêmement efficace. Et du coup, c'est aussi pendant ce genre de situation que l'on se révèle être un alpha ou un soldat. Alors, soldat n'est absolument pas péjoratif, vous allez voir, on va y revenir. Souvent, vaut mieux être un soldat qu'un alpha, croyez-moi. Mais voilà, quand on est face à dans ce genre de situation un peu conflictuelle, c'est là où on va se révéler être plutôt un alpha ou un soldat. Et du coup, dans ce petit microcosme, cette petite micro-société, j'avais un camarade qui était vraiment adorable et qui s'est révélé être un soldat. Et c'est l'objet de l'anecdote qui va suivre. Donc, le mauvais boss sacrifie son meilleur soldat. Alors, ce petit chef, ce qu'il faisait, c'est qu'il lançait quotidiennement de multiples pics de dénigrement et de rabaissement pour appuyer sa supériorité. Et il n'a pas appris cette méthode catastrophique de management à la City, puisque avant qu'il parte à Londres, il était sur Paris, il avait déjà cette réputation d'être un petit chef.
Eh bien, la seule personne pour laquelle cela a tourné au harcèlement est celle qui prenait toutes ces petites remarques au premier degré, c'est-à-dire vraiment en prenant à cœur chaque remarque en se disant que c'était que le problème venait de lui et qu'il allait essayer de faire mieux. Donc il était conscient que le boss en face, il était dur et il n'était pas gentil, mais il prenait vraiment les remarques du boss pour lui personnellement, il tentait de s'améliorer. Donc cette personne voulait prouver sa valeur en corrigeant des erreurs imaginaires, et le pire dans tout ça, c'est que ce bon soldat a été le premier soldat ou la première personne du desk, si vous voulez, à se faire remercier, à se faire virer. Et c'était pourtant probablement l'un des meilleurs disciples que tout grand leader rêve d'avoir à ses côtés quand il a une grande cause et une grande quête. Alors, être un soldat par rapport au fait d'être un alpha. L'un n'est pas mieux que l'autre. En fonction des situations, le soldat prospérera là où l'alpha périra au combat. S'il n'y avait que des alphas d'ailleurs dans ce monde, nous ne pourrions rien construire. En fait, on vivrait dans un espèce de chaos de guerre absolu et permanent. Donc, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ça, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'un an plus tard, les coupes budgétaires liées à la crise des subprimes, elles ont tout simplement engendré la fermeture de ce desk qui avait désormais une mauvaise réputation auprès des ressources humaines. Et ce petit chef, ce boss, il a dû changer de métier, ce qui lui permet aujourd'hui d'exprimer le côté lumineux de sa personnalité. Vous savez, on n'est jamais ni trop méchant ni trop gentil, on est vraiment une espèce de pondération et d'équilibre harmonieux entre nos côtés de lumière et nos côtés d'ombre. Et donc ce petit boss, ce petit chef qui était assez ingrat et tout simplement pas à sa place en tant que chef de desk, il a pu trouver quelque chose qui lui convenait mieux dans sa vie. Et donc cette situation, elle nous montre que les alphas ne sont pas tous faits pour mener, diriger et inspirer. Ce petit chef, c'est un alpha, mais il n'avait pas vocation à mener de grandes choses et des équipes dans sa vie. Tout cela, le fait d'être un leader, le fait d'inspirer les gens à un mouvement, tout cela, ça implique des qualités humaines qui sont complémentaires à celles d'être un alpha. Autant un soldat aura du mal à diriger, à inspirer, à mener, autant un alpha, s'il n'a pas des bonnes qualités humaines, des grosses valeurs et tout simplement une grosse empathie vis-à-vis de ses proches, il ne pourra pas non plus effectuer ce travail. Donc le respect, on va parler de respect maintenant. Le respect, il se prend. Pourquoi? Alors, on va parler de la morale de cette histoire vis-à-vis du respect. Lorsque l'on est un noble soldat, avec de grandes valeurs et la capacité de mener de grandes quêtes, il est extrêmement important de bien choisir l'alpha qui nous inspire et qui nous dirige. Certains pourront parler aussi de mentor. On est tous le soldat de quelqu'un, on a tous un mentor, quelqu'un qui nous inspire et cette personne est à nos yeux un alpha. Eh bien, quand on a cette stature de soldat sur certains projets de nos vies, il nous incombe de vraiment saisir les bons alphas, les bons mentors, les bonnes personnes qui nous inspirent afin d'éviter la situation destructrice dont je vous ai parlé juste auparavant. Et le respect n'a rien à voir avec le fait d'être un chef ou un soldat, d'être un alpha ou d'être un soldat. Que l'on soit alpha ou soldat, le respect se prend en choisissant sa cause et en restant droit dans ses bottes. Être un alpha ou un soldat sur les marchés financiers. Bien sûr, on va faire le petit pont avec la bourse. Alors, dans la vie, comme je vous l'ai dit, on est tous l'alpha ou le soldat de quelque chose. Et bien sûr, les marchés financiers, je suis désolé de vous l'apprendre, mais on est tous des soldats. On est tous les soldats des marchés financiers, l'alpha suprême, et que vous le vouliez ou non, étant les marchés financiers, le marché lui-même. Donc ceux qui pensent être plus forts que le marché, effectivement, ils peuvent gagner quelques batailles. Mais quoi qu'il arrive, ils mourront toujours rapidement au combat avec des comptes de bourse qui seront cramés très très rapidement. Le soldat vertueux sur les marchés, eh bien, il respecte chacune des clés qui sont présentées dans une série de 3 vidéos dont je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Alors, dans ces 3 vidéos, on va parler de quel est l'actif financier qui va entrer en bulle spéculative cette année en 2019.
qui étaient entrés en bulle en 2018, en 2017, en 2016. Chaque année, en réalité, il y a des actifs financiers qui développent des bulles spéculatives et il est possible de se placer juste avant que cette bulle, eh bien, elle grossisse jusqu'à imploser. On a eu notamment eh bien le Nasdaq, on pouvait se placer sur le Nasdaq avant la bulle des technos, l'immobilier coté en bourse avant la bulle des subprimes, l'or avant la bulle du quantitative easing lié aux banques centrales, le Bitcoin avant la bulle des cryptos, etc. Comme je vous l'ai dit, il y a des bulles qui se forment chaque année. Et bien pour profiter de ces bulles, il ne faut pas être un alpha, il ne faut pas essayer de battre le marché, il faut être un soldat qui a des nobles valeurs, qui respecte un plan qui est solide et rigoureux et qui va lui permettre justement de surfer les grandes vagues que l'alpha nous va développer pour nous. Donc le lien de ces 3 vidéos est en descriptif. Je vous invite vraiment à cliquer dessus et d'aller regarder ces 3 vidéos. Je suis sûr à 100% que vous allez apprendre des choses, même si ça fait des années que vous êtes dans la communauté et que vous avez déjà vu ces vidéos, revoyez-les, ça risque de vous faire un gros rappel, une grosse piqûre de rappel sur les choses qui comptent. Et voilà, le plus important, c'est de rester à sa place. On reste des soldats vis-à-vis des marchés financiers. Le marché, c'est l'alpha. Et nous, on a simplement des règles à respecter pour profiter de ce que l'alpha va nous donner, c'est-à-dire des grosses tendances haussières, des grosses bulles spéculatives chaque année pour pouvoir nous enrichir. Analyse du sentiment de marché, on commence par le marché européen, on va faire ça très rapidement puisque rien n'a vraiment évolué depuis la semaine précédente et derrière depuis les 3, 4, 5 dernières semaines. On est dans cette petite consolidation. Cette semaine, on a bien récupéré le support, hein, vous voyez, petite consolidation au sein d'un gros range. Si on casse par le haut la petite consolidation, on va aller chercher le haut du range, ça va devenir plus tendu. Si on casse très franchement le range, eh bien on se retrouvera dans une situation de bull market alors que eh bien au mois de décembre on était parti dans une situation de bear market. Ça c'est tout simplement le fait que la volatilité est augmentée et on avait ce qu'on a eu un faux signal ici hein, avec très rapidement invalidé hein. La bourse n'est pas une science exacte hein. Il y a des signaux qui sont valables, il y a des signaux qui s'invalident, le but n'étant jamais d'anticiper l'avenir mais simplement de suivre les vagues de bourse. Donc quand on me dit oui mais Cédric, là tu nous disais marché baissier et maintenant tu nous dis peut-être marché haussier, c'est pas moi qui vous dis, c'est le marché qui vous dit et moi je ne fais que vous retranscrire de manière digeste ce qui se passe sur le marché et vous faire des recommandations sur votre exposition au risque. Donc là typiquement on a eu pas mal de nouvelles opportunités qui sont ressorties sur nos screeners et surtout sur les États-Unis. Il y a eu pour ceux qui sont dans l'école des pseudo-Miss Monde, des Miss Monde. Cependant on était toujours dans une situation délicate puisque le marché européen et notamment le DAX qu'on va voir, il est toujours en zone tendue. Donc par précaution, soit vous débutez cette année et vous ne prenez pas les trades, soit vous avez déjà de la bouteille et vous restez sur un risque par trade qui est ultra défensif du type 0,5% de risque par trade. Mais en aucun cas, c'est le moment de lâcher les chevaux. Donc voilà, les conditions de marché sont correctes hein, sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. On n'est pas dans un marché baissier, on est dans un marché en range. Il y a peu d'opportunités sur le CAC 40 en hebdomadaire notamment. Sur le CAC petite et moyenne capitalisation, on est toujours dans cette zone de range en bleu. Hein. Vous voyez, point d'inflexion, première consolidation. Si on casse par le haut, on ira chercher le haut du range pour qu'on retrouve hein, une situation de bull market. Il y a quand même pas mal de volatilité à digérer, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille chercher le plus haut, qu'on consolide et ensuite qu'on casse. Donc il y a quand même la séquence est assez longue à compléter avant qu'on se retrouve dans cette situation sur le CAC petite et moyenne capitalisation et le DAX qui est le plus moche d'entre tous. De tous les marchés européens, il n'a toujours pas réintégré le range, hein. Il y a eu un échec dessus la semaine précédente. Là par contre le support a été validé, donc là on évolue entre ces deux petites bornes avec, on l'espère, une reprise de cette résistance pour se retrouver en situation de range sur le DAX. Ensuite sur le marché américain, là aussi,
Petite consolidation de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Hein, vous voyez toute cette séquence, ça stabilise. On est en train de se diriger tranquillement vers le haut du range. Il y avait beaucoup d'opportunités, hein, que ce soit sur des swing trade daily à partir de patterns hebdomadaires ou quelques patterns hebdo en pseudo-Miss Monde pour la plupart, hein, qui étaient entre janvier et février. Là, ça surfe, hein, les patterns s'expriment. Il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pratiquement rien là depuis quelques semaines de sympathique à récupérer sur le Nasdaq. Donc tout simplement les positions surf. C'est voilà, il y a des moments où il y a des prises de position, les screeners se gorgent, et d'autres moments où voilà, faut suivre la tendance, les screeners ne se gorgent pas, et c'est naturel quand on voit que l'on approche tout simplement le haut du range. Et enfin sur le SP500 qui a le même positionnement que le SP500, que le Nasdaq. Pareillement, on arrive sur le haut du range. Les screeners ne nous ont rien retourné de très intéressant en belle pattern hebdo cette semaine et la semaine dernière et la semaine d'avant, etc. C'était encore une fois, je le répète, sur le début de l'année que tout se jouait pour toutes les prises de position, avec notamment une saison d'annonce de résultats qui était vraiment chargée en opportunités à analyser. Et là, c'est beaucoup plus tranquille. Donc là, toutes les positions que vous avez en portefeuille, c'est du surf. Les swing trade daily, il y en a pas mal qui ont été sortis. Les swing trade hebdo, ça surfe tranquillement avec des belles plus-values à la clé pour ceux tout simplement qui ont saisi les bonnes opportunités en hebdo. Donc je vous rappelle avant de quitter cette vidéo qu'en cliquant sur le lien qui se situe juste en description, vous allez être redirigé vers cette page. Ça va vous parler de comment spéculer, notamment sur tout ce qui s'apparente à une bulle spéculative et qui constituera quelque l'année que ce soit le meilleur placement financier. Donc il n'y a pas des centaines d'opportunités, hein, sauf si on fait du swing trading hebdo sur les actions. Il y a beaucoup moins d'opportunités que l'on ne l'imagine quand on quitte le marché des actions. Pourquoi? Parce que les actions, c'est plus de 10 000 actions cotées liquides à la fois sur le marché américain et européen, mais dès que l'on s'intéresse à des classes d'actifs qui sont plus grosses, plus lourdes et sur des unités de temps plus longues, on a tout de suite moins d'opportunités. Donc je vais vous expliquer comment atteindre ce que l'on pourrait appeler des rendements maximum en exploitant justement ces situations de bulles, puisque chaque année, on a des grosses classes d'actifs qui entrent en tendance et potentiellement en bulle. Donc simplement, voilà, pour recevoir les 3 vidéos, ce sont 3 leçons qui vont vous permettre de comprendre tout ce que cet univers implique. Cliquez ici, mettez votre email et vous allez recevoir ces 3 prochains jours les 3 vidéos qui vous éduquent en rapport avec cette notion de placer son argent sur les meilleurs actifs chaque année et non le placer comme ça en mode un petit peu loterie. Tiens, je sens bien ça, je mettrais bien un petit peu de Chine dans mon portefeuille, je mettrais bien un petit peu d'Ethereum dans mon portefeuille. Non, tout doit être structuré, organisé, et si vous ne faites pas ça, honnêtement, arrêtez la bourse, faites autre chose avec votre argent, faites de l'immobilier, faites de l'entrepreneuriat, mais ne faites pas de bourse. Il faut apprendre à structurer son approche, sinon ça ne sert à rien. C'est comme vouloir construire une maison avec des bouts de cailloux, des pierres et des bouts de bois et essayer de rafistoler ça avec un petit peu de colle à droite, un peu de ficelle à gauche. Si vous n'avez pas une structure, un plan d'architecture et des bons matériaux, votre maison, au moindre coup de vent, s'effondrera. Donc le lien est en descriptif de cette vidéo, on se retrouve juste derrière pour en savoir un petit peu plus.